Les zones humides font partie des milieux naturels les plus riches, mais elles sont aussi fortement menacées par l'urbanisation, l'agriculture intensive, etc. La présence d'une mare dans votre jardin procure de nombreux bénéfices. C'est une oasis de biodiversité, mais c'est aussi un lieu qui appelle au ressourcement et à la contemplation. Comment aménager une mare chez vous? Quelles espèces de plantes y installer? C'est ce que nous allons voir. Entrez, c'est ouvert! Et oui, dans Entrée c'est ouvert ce mois-ci, focus sur les étapes techniques de la création d'une mare avec Vincent de Natagora. Et pour ce faire, Virginie vous propose de la retrouver à l'école d'Évreuil où un chantier de création est en cours avec des enfants. Oui. Ensuite, Virginie vous donnera rendez-vous dans son jardin à elle, au bord de sa mare à elle, pour aborder les plantes et la faune qu'on retrouve dans une mare naturelle. Ce mois-ci, on parlera aussi des maladies courantes, de vos potagers, enfin surtout d'une maladie, l'odium, comment le reconnaître et surtout quels produits naturels pour y remédier. Enfin, on partira à la découverte de l'Union belge des herboristes, donner des conseils en matière d'utilisation des plantes, parler de leurs bienfaits et même faire quelques préparations. Voilà le quotidien de Dania, Margot et Louise. Allez, c'est parti, direction Ivoire à l'école d'Évreuil. Alors Christophe, tu es le directeur de l'école communale d'Évreuil et vous menez un magnifique projet de reconnexion des enfants à la nature. Tu peux en dire quelques mots? L'idée, c'est de construire un site dédié à la biodiversité avec les enfants, pour les enfants, et il sera entretenu par les enfants et ça de façon pérenne. Ici, on est au début de l'aménagement, mais en même temps, le gros du travail, c'est de construire cette mare. Par la suite, on va installer des rondins de bois pour permettre aux enfants le travail collaboratif. On va installer un mur en pierre sèche, des abris pour les insectes, pour les hérissons, un poste d'observation. Il y a toutes sortes de choses qui vont venir s'ajouter dans ce site qui est juste situé entre les deux écoles du village. Ce qui permettra aux deux écoles d'y avoir accès et d'en profiter. Gaëtane, toi tu es institutrice primaire ici à l'école d'Évreuil. Tu vas venir avec tes classes ici apprendre aux enfants dans ce milieu magnifique. Comment tu comptes les impliquer concrètement dans ce lieu? Donc déjà, au niveau de l'entretien du lieu, c'est eux qui vont entretenir tout l'espace au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des saisons. Ça va faire partie des apprentissages. Et donc, on va faire un petit peu toutes les matières. Ça va concerner du français, des maths, des sciences. Donc, les mises en situation seront d'office beaucoup plus motivantes pour les enfants. On utilisera directement le corps, l'espace, pouvoir toucher, manipuler. Et puis, c'est aussi responsabiliser les enfants par rapport à toute cette nature qui les entoure. À la biodiversité. Voilà, un très beau projet en tout cas. Et aujourd'hui, on va finaliser un des projets majeurs de ce site, c'est la mare naturelle. Et avec Vincent Louette, on va voir plus concrètement comment aménager une mare naturelle chez soi. Alors Vincent, regarde ce magnifique projet de mare naturelle développé par l'école communale d'Évreuil. Creuser une mare, ça ne s'improvise pas. Non, c'est souvent par des machines qu'on fait ce travail qui est fastidieux. Ben oui, surtout pour une mare de ce gabarit-là. Il y a aussi une profondeur minimale à avoir. Oui, alors il y a toute une vie qui peut passer l'hiver dans l'eau. Donc 80 cm, c'est un minimum. Une autre chose très importante pour la vie des amphibiens, c'est des pentes douces, comme on peut voir, pour la sortie d'eau des futures grenouilles qui sont peut-être à l'état de tétard au printemps. Le problème aussi, avant de poser une bâche, c'est les cailloux. On peut ajouter aussi un sable, mais aussi on peut ajouter un biotextile. Alors avec ce procédé-là, avant de la pose de la bâche, on est sûr que les cailloux ne trouveront pas la bâche. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit grillage à poules à maille fine pour éviter les dégâts avec le campagnol, la rate, comme on peut l'appeler comme ça aussi, qui dans les premiers centimètres, je dirais une trentaine de centimètres de hauteur de mare, pourrait percer en faisant ces galeries. D'accord. Et alors un autre élément important, c'est la présence de paliers pour avoir des profondeurs différentes et ça concerne plutôt les végétaux. Oui, tout à fait. Donc différents types de plantes, différents types de profondeurs. Les nénuphars, ça va aimer les zones plus profondes. Il y a des plantes des berges. Et même en périphérie de la mare, il peut y avoir des plantes des champs, puisque finalement, une bâche, c'est imperméable, l'eau ne va pas sortir et imprégner le sol. On peut mettre tout à fait autour des centaurées, des marguerites, toutes plantes indigènes qui nous stimulent. Ça, c'est un grand gabarit, mais on peut aussi faire une petite mare naturelle chez soi, les gens qui ont un petit terrain. Oui. Mais respectez toujours les b.a.-ba, je répète, une profondeur minimale, des berges douces, pas de poisson aussi. Ah oui, important. Pas de poisson dans une mare naturelle, ça mange tout. Laissez la vie et des plantes indigènes. La vie viendra d'elle-même. Bon, c'est parti, on continue le chantier alors. Allez, au travail.
Alors qu'on peut laisser remplir naturellement, mais enfin bon, on peut remplir soi-même au minimum, je dirais 20% de la superficie. C'est important. Pourquoi? Parce que maintenant, on va essayer de tendre la bâche, d'enlever les bourrelets, un maximum de bourrelets et de l'aplatir pour qu'elle épouse bien la forme de la mare. 20%, voilà. D'accord, et après c'est les puits et... Après, la nature, ou ceux qui ont la chance d'avoir un puits par exemple pour de temps en temps l'alimenter. La remplir. On dirait que cette étape, c'est surtout l'occasion de mettre les pieds dans l'eau et de s'amuser. Voilà un projet qui a l'air de plaire aux enfants en tout cas. Autre ambiance à Lonzé où François est en train de scruter son potager. La météo de ces dernières semaines est une météo propice au développement des champignons. Donc ici, avec l'été qui arrive, il faut effectivement vérifier l'état sanitaire, aussi bien des plants de légumes que des plants au niveau du jardin d'ornement. Une des maladies bien connues du jardinier est l'odium. Donc l'odium qui peut créer vraiment un feutrage blanc au niveau de la surface supérieure des feuilles. Donc il s'agit d'un mycélium, donc d'une maladie cryptogamique qui fait une couche poudreuse blanche qui peut s'enlever en frottant et qui crée des troubles au niveau de la croissance parce que la photosynthèse est interrompue et la plante est vraiment stoppée dans sa croissance. Ok, on dissocie donc l'odium du mildiou, mais du coup, si on ne fait rien, quelle pourrait être la conséquence, François, de l'apparition de ce champignon? Donc voilà, donc le problème, c'est qu'on va vraiment avoir un légume qui est en déperdition, donc où on a un manque de croissance, donc un manque de récolte et une difficulté à avoir des légumes qui arrivent à maturité. Attention, il s'agit ici de faire de la prévention, c'est ça? Exactement, donc pour avoir une meilleure efficacité du traitement, vaut mieux prévenir que guérir. Donc pour prévenir, on va appliquer ici une solution naturelle, donc un fongicide de contact, mais naturel à base d'hydrogénocarbonate de potassium, qui va vraiment stopper l'apparition d'odium pendant une bonne dizaine de jours et si nécessaire, donc on retraitera dans une semaine. On peut appliquer juste avant la récolte, il n'y a aucun souci. C'est un produit naturel à mettre également sur vos plantes de tomates, vos vignes, etc. Dernier petit geste à faire au potager, ce serait lui donner un petit coup de boost? Tout à fait. Donc ici, tu vois, on a des beaux plants de tomates qui commencent à être tout doucement à maturité. Donc pour favoriser encore la croissance et la taille et le rendement des tomates, je vais appliquer une solution ici d'engrais liquide directement assimilable par les tomates pour vraiment avoir une récolte abondante et généreuse. Merci François. Aucun doute que la récolte va être bonne. D'ici quelques semaines, tu vas te régaler. Allez, on retourne voir Virginie qui est de retour dans son jardin à côté d'une autre mare. Une mare finie cette fois-ci. Tout à l'heure, à l'école communale d'Évreuil, on a vu les premières étapes de création d'une mare. Eh bien, voilà le résultat que vous pouvez atteindre au bout de 3 ans. Parce que oui, ici, on est parti de rien. Comme là-bas, c'était une prairie. On a creusé un trou avec différents paliers. Sous mes pieds, il y a un palier. Là-bas, il y en a un autre. Et puis, on a installé toute une végétation aquatique spécifique aux différents endroits de cette mare. Par exemple, ici à côté de moi, on a la magnifique salicaire, qui est une plante qui va apprécier les berges ou les zones marécageuses avec très peu d'eau. Sous mes pieds, on a la menthe aquatique. Ah oui, ça sent super bon, c'est vraiment l'odeur de menthe, qui elle aussi aime assez bien s'installer sur les bords. Et puis, à une profondeur un peu plus importante, on va avoir d'autres types de plantes qui se développent. Je me trouve ici sur un des paliers de la mare où la profondeur de l'eau varie entre 5 et 30 cm. Et c'est le genre de milieu qu'affectionnent les plantes qui aiment pousser les pieds dans l'eau, comme les joncs par exemple ici qui se développent là, ou l'iris des marais, ou encore le petit trèfle d'eau qui se trouve ici. Très important aussi quand vous installez une mare, c'est de mettre des plantes oxygénantes qui vont éviter que les algues n'envahissent tout le milieu. Voilà, ce sont des plantes qui poussent totalement immergées dans l'eau, qui ressemblent un peu à ça. Et enfin, dans la grande profondeur, eh bien, c'est le royaume des nymphéas, des nénuphars, qui vont donner un cachet à tout l'ensemble. Pour donner encore un petit côté plus naturel à votre mare, vous pouvez couvrir les bords avec une sorte de filet en fibre de coco. Ça va permettre à la végétation de s'accrocher sur les bords et de camoufler la bâche. L'avantage avec cette diversité de plantes, c'est qu'elles vont attirer toutes sortes d'animaux sauvages. Les premiers qui vont coloniser la mare, c'est évidemment tous les insectes d'eau comme les diptyques, les notonectes, les gérisses, etc. On dirait qu'ils patinent sur l'eau, c'est vraiment beau à regarder. Et puis les oiseaux, évidemment, qui vont venir se baigner, qui vont venir se désaltérer dans la mare, sans oublier les libellules. On a ici la chance d'avoir la libellule déprimée qui survole régulièrement la mare. Et puis les batraciens, les grenouilles, les tritons. On a du triton alpestre ici dans cette mare. Donc vous voyez, c'est impressionnant de voir à quel point la vie peut coloniser très rapidement ce genre de milieu en 3 ans, pour autant qu'on lui offre tout le milieu nécessaire. C'est magnifique et ça donne envie.
Tiens Virginie, dans un tout autre registre, je sais que tu es passionnée de plantes, un monde qui te fascine. Est-ce que tu t'es déjà intéressée à l'herboristerie? C'est notre chronique Valériane by Nature et Progrès, l'occasion de rencontrer 3 passionnés, 3 cofondatrices de l'Union belge des herboristes. Alors en pratique, l'herboristerie va consister tout d'abord à accueillir quelqu'un avec le plus de bienveillance possible et d'essayer, en fait, en parlant avec lui, de trouver le ou les petits mots et essayer en fait de mettre en place des choses, des compléments alimentaires, des plantes, des tisanes, des huiles essentielles pour pouvoir l'accompagner en fait dans un mieux-être. Après, dans l'herboristerie, on va trouver les herboristes conseillers vendeurs et on va trouver des herboristes qui sont plutôt dans la culture et la récolte, ainsi que l'élaboration de tisanes. Le rôle d'un herboriste aussi, c'est de transmettre ce qu'il ou elle a appris, donc son savoir, et de le faire de manière bienveillante, mais aussi de respecter des protocoles et un cadre. Le but premier de l'Union belge des herboristes, l'UBH, c'était d'abord de créer un réseau avec les différents herboristes en Belgique et tout ça. Au sein des différents acteurs, notamment les vendeurs, les cultivateurs, les transformateurs, l'idée c'est de pouvoir en fait nous mutualiser pour faire valoir nos différents droits. L'herboristerie est un métier qui n'est pas reconnu, donc nous n'avons pas d'accès à la profession. Un de nos buts principaux est de faire reconnaître ce métier pour pouvoir justement en fait avoir plus de poids, plus d'impact au niveau de notamment la législation des plantes, de la façon dont on va pouvoir les conseiller, dont on va pouvoir les transformer. L'intérêt pour nous de nous fédérer, c'est de pouvoir amener une plus grande transparence au niveau de la médecine par les plantes. Sur Internet, on peut trouver un peu tout et n'importe quoi et c'est quand même... Voilà, les plantes ne sont pas sans danger, il y a pas mal de dérives. L'aromathérapie, c'est entre autres une des branches de l'herboristerie. C'est une des manières de transformer la plante à travers justement les huiles essentielles, les bourgeons et toutes ces façons dont on peut traiter et conseiller les plantes. Je pense que l'aromathérapie amène quand même parfois une plus grande prudence, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et je trouve que ça se lie parce que l'aromathérapie peut avoir un côté peut-être un peu plus cosmético-sensuel que les plantes pures. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à rejoindre la communauté Facebook de Nature et Progrès, sinon attendez septembre prochain et venez rencontrer ces passionnés sur le Salon Valériane. Voilà, c'est déjà la fin d'Entrée c'est ouvert, un numéro rafraîchissant, ce qui n'est pas plus mal pendant cette période. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et n'hésitez surtout pas à retrouver tous nos replays et nos bonus sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. Envoyez-nous pourquoi pas vos photos de mares et puis continuez à faire rentrer la nature dans vos jardins, c'est important. À tout bientôt. Ce mois-ci, 2 concours. Notre partenaire DCM vous propose de remporter une solution contre l'oïdium, un champignon qui envahit nos jardins. C'est en fait un produit agissant par contact, un spray, pour lutter contre l'oïdium dans les cultures de légumes et de fruits. Ce produit peut être utilisé de manière préventive ou curative, maximum 12 heures après l'infection. Il est fait à base d'une substance active présente dans la nature et est donc utilisable en jardinage biologique. Notre partenaire Esprit Jardin vous propose lui de remporter un abonnement à son magazine. Esprit Jardin est un mensuel de jardinage diffusé partout sur le territoire francophone de Belgique. Vous y trouverez de nombreux bons plans jardinage. Pour gagner ces concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel animal ne faut-il surtout pas mettre dans une mare naturelle? Et envoyez-nous votre réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!